cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par le groupe RD Immo Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct depuis les studios de Radio Grand Lac, toujours en direct sur le 92.1 FM, un jeudi sur deux, 17h, depuis nos studios aixois. Radio Grand Lac qui émet, vous le savez bien maintenant, sur un territoire assez vaste qui couvre bien sûr le territoire du bassin aixois et chambérien. Notre émission Les Murmures du Lac, Immobilier et Histoire. Aujourd'hui, on a deux belles histoires à vous raconter, puisque nous avons un joli sujet pour cette émission. On va mettre à l'honneur deux commerces emblématiques sur des emplacements emblématiques. Un bijoutier joaillier. Alors attention, parce que je me suis fait gronder hier. Je l'ai qualifié de bijoutier. J'ai dû me reprendre en joaillerie. Là, c'est que c'est un monde qu'on ne connaît pas. Et bienvenue Mathis, tu vas nous raconter un petit peu tout ça et nous éduquer dans ce monde brillant, scintillant, et on a hâte d'en savoir un petit peu plus. Et puis une autre, je dirais, institution locale avec Aude qui nous fait la gentillesse d'être descendu de sa belle montagne, alors que voilà, c'est les congés scolaires et l'activité est plutôt sympa au Revard et à la Fécla. Et puis en plus il y a le soleil, donc j'imagine que c'est plutôt voilà une semaine sympa. Merci Aude aussi de ta présence. Et ma complice du jour, Maud Perrier, qui nous a fait le plaisir de sa présence, partenaire au sein de nos agences, qui s'occupe du résidentiel mais aussi du professionnel, qui nous a fait la gentillesse de nous mettre en relation aujourd'hui et qui va nous présenter ces deux commerçants et amis pour nous en dire un petit peu plus sur l'activité. Bonjour Maud. Bonjour Romain, merci pour cette nouvelle invitation. Effectivement, l'idée aujourd'hui, c'était de mettre dans la lumière deux commerçants de Chambéry, alentour, donc avec Aude sur la Fécla, et qu'ils puissent nous parler de la genèse de leur entreprise en tant que chef d'entreprise d'abord, mais également un lien avec l'immobilier. Et donc, en ce qui concerne Mathis, plutôt l'emplacement, plutôt la création d'entreprise, puisque c'est un jeune entrepreneur. Et concernant Aude, aussi un beau parcours à la fois de chef d'entreprise et également d'investisseuse dans l'immobilier. Voilà. Eh ben je te propose de commencer peut-être avec Aude, puisque c'est une figure. On avait déjeuné effectivement il y a quelques temps là-haut, et c'est toujours très agréable. Alors j'imagine que c'est une chance, mais aussi peut-être des difficultés. On a hâte d'en savoir un petit peu plus, de vivre et d'exploiter un environnement touristique particulier depuis quelques années, je crois savoir. Et voilà, on a aussi hâte de savoir un petit peu d'où est partie cette idée. Donc on va consacrer la première partie de l'émission à cette histoire, à ce restaurant, à ce parcours. Donc merci de ta présence encore une fois, et raconte-nous un petit peu comment déjà on arrive à mettre un premier pied en station. Eh bien, merci à vous deux, Maud et Romain, pour l'invitation. Donc moi, je suis Aude, je suis restauratrice à la Fécla depuis 5 ans bientôt. Nous avons, avec mon mari, acheté le Bayabert, qui est un endroit emblématique de cette station. C'est un petit restaurant qu'on a créé. Il existe déjà depuis 60 ans, il s'appelle comme ça depuis 60 ans. Le Bayabert, ça veut dire « donne à boire » en patois savoyard. Et pendant un petit moment, on s'est demandé si on allait changer le nom ou pas. Et finalement, non, parce que le Bayabert reste le Bayabert. Bah ouais, ça, je vais leur dire ça maintenant aux commerçants dans le restaurant. Bayabert. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, il y en a qui le font quand même. Ouais, il y en a qui le font. On a les anciens qui viennent, qui avaient l'habitude de venir il y a 60 ans, qui ont dansé sur les tables. Ils ne nous racontent pas tout. Tout n'est pas avouable, a priori. Donc nous, quand on a racheté les murs de ce restaurant, de ce bâtiment, en fait, le restaurant n'existait plus. Ça faisait 5 ans que ce bâtiment était inexploité. Et avant, c'était un bar-snack. Donc, il y avait une partie habitation et une toute petite partie restauration. Donc, quand on a acheté, on a décidé d'en faire un restaurant. Vous l'avez acheté pour ça ou... On l'a acheté pour ça, ouais. Okay. C'est pas notre métier à la base, ni à mon mari ni à moi. Nous, on était commerciaux dans le médicament. Et c'est un rêve que j'avais depuis longtemps, moi, d'être restauratrice, parce qu'accueillir les gens, leur faire du bien, discuter avec eux, les rencontrer, leur faire du bon à manger, c'était
c'est ce que je souhaitais pour ma deuxième partie de vie professionnelle en tout cas. Donc je suis contente. Pour l'instant, c'est réussi. Donc on a acheté ce bâtiment, on a fait énormément de travaux. On l'a exploité tel quel au départ, parce qu'on avait un compromis de vente, mais on était locataire. Et la salle de restaurant qui est aujourd'hui la salle de restaurant était le salon, salle à manger, cuisine. Donc quand vous veniez chez nous à cette époque, vous étiez un peu chez mémé en fait. Et quand on a été propriétaire des murs, on a décidé de faire énormément de travaux. Donc le Covid est arrivé, ça a été pour nous du coup on a fait du positif avec tout ce négatif et on a investi, on a détruit tout le premier étage de la maison pour en refaire un appartement dans lequel on vit aujourd'hui et le bas a été conçu pour pouvoir accueillir nos clients, les restaurer, leur faire plaisir et leur faire du bien. Vous avez une surface de combien au niveau de la salle de restaurant ? Au niveau de la salle de restaurant, on a à peu près 60 mètres carrés. On peut accueillir jusqu'à 58 personnes telle qu'elle est. Après, D'accord. quand on a des groupes, on peut aller jusqu'à 62. Également une magnifique terrasse plein sud. Oui, je n'est-ce te pas ? remercie, Voilà. Maud. On a une magnifique terrasse qui est en bas. En fait, le bâtiment se trouve en bas des pistes de ski alpin. Donc, pour l'hiver, on est idéalement placé. C'est aussi pour ça qu'on l'a acheté. Parce que quand on achète un commerce, il y a 3 choses à savoir. C'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Donc là, on était pas mal. Et on a une grande terrasse de 70 mètres carrés avec vue sur les Belles Donnes, vue sur notre margeria emblématique et avec l'hiver les skieurs qui descendent et passent devant chez nous et l'été les descendeurs de VTT, les marcheurs parce que l'activité économique de la FECLA ne se résume pas à l'hiver. Elle fonctionne toute l'année. D'ailleurs, là, nous sommes ouverts en ce moment pour les vacances de la Toussaint et très certainement le week-end prochain également. Si le temps continue comme ça, on va croiser les doigts. On a l'air d'avoir de la chance, en tout cas, en ce moment. Et voilà. Est-ce qu'au niveau, petite question pour coller un peu peut-être à l'immobilier justement et aux questions qu'on peut se poser, est-ce qu'en l'achetant, il y avait un sujet justement au niveau peut-être des autorisations ? Est-ce que la commune était plutôt positive à ce nouveau projet ? J'imagine que oui, il y a quand même un bâtiment qui avait un peu d'âme, un peu d'ancienneté. Est-ce que vous avez été bien accueillis ? Est-ce que ça a été difficile ? Est-ce que ça se passe bien aujourd'hui ? Est-ce qu'on se pose ces questions ? Est-ce qu'on découvre ces sujets-là trop tard, trop tôt ? Comment ça se passe un petit peu Alors, nous, effectivement, quand on a acheté, on avait ce projet de rénovation. Donc, on a déposé un permis de construire qui a été accepté. Et si celui-ci n'avait pas été accepté dans le compromis de vente, de toute façon, c'était une des clauses suspensives. Okay. Voilà, une des conditions suspensives. Donc, ça a été accepté. Les locaux qui connaissaient le Bayabert, les anciens comme les moins anciens, parce que ce bâtiment... comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est vraiment emblématique de la FECLA, avec beaucoup d'histoires. Il pourrait nous raconter beaucoup de choses, d'après déjà certains témoignages que j'ai eus. Et les gens étaient contents d'avoir un nouveau commerce, un nouveau restaurant, un peu différenciant de ce qui se faisait jusqu'à présent, parce qu'on a la chance d'avoir avec nous un cuisinier qui s'appelle Didier Bourdon, qui lui était déjà restaurateur à la FECLA, dans un autre restaurant, le restaurant du Cire, pour ne pas le citer, qu'il a vendu. Et quand il a su que nous, on s'installait, il est venu nous trouver en nous disant « Je veux travailler avec vous ». Donc, déjà, juste par rapport à ça, avoir un cuisinier dans sa cuisine, et un bon cuisinier, et un super chef, DJ, ça c'est pour toi, c'est une chance incroyable, vraiment. Et puis, malgré tout, il y a une activité économique qui est assez importante, l'hiver évidemment, mais qui se développe de plus en plus l'été, parce qu'avec le réchauffement climatique, la commune, toutes les institutions, Savoie, Grand Revard, etc., s'interrogent sur comment développer différemment s'il manque de neige, avoir une station vraiment 4 saisons pour pouvoir attirer un maximum de gens, pour pouvoir être attractif en tout cas. Et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui, donc ça c'est très bien. Et nous, on le ressent en tant que commerçant. Restaurateur, c'est facile. Enfin, vous ouvrez. Moi, j'ai eu cette surprise il y a 5 ans quand on a ouvert les portes du restaurant. On a ouvert les portes du restaurant, on a mis une enseigne et les gens viennent à vous en fait. C'est un commerce qui est entre guillemets facile. Les métiers de bouche, effectivement, on va tous boire un coup, manger un bout.
c'est effectivement quelque chose de j'ai envie de dire, c'est bête ce que je veux dire, mais de vital. Donc quelque part, c'est un peu un passage obligatoire. Et si l'accueil est qualitatif, un minimum, si ce qu'on mange est un minimum bon, on y revient, on fait de la pub. Et finalement, c'est vrai que je te rejoins, c'est pas quelqu'un qui me dirait tiens, je vais à la FECLA pour aller vendre des fringues ou hors de fringues. Bon, je pense que ça peut marcher, mais peut-être pas, parce que bon, est-ce qu'on va aller oui, on va pas aller faire une randonnée à la FECLA, on va dire tiens, je vais aller m'acheter un jean. Oui, c'est vrai que c'est un peu non. Un peu oui, c'est plus compliqué. Donc je comprends ce que tu dis. Moi, je suis assez comment dirais-je, attentif à toute cette montagne, parce que je trouve que une des chances qu'on ait, c'est qu'elle est très proche d'Aix et de Chambé. Et je trouve que effectivement le réchauffement, ça va peut-être être ce qui va pas sauver la station, mais en tout cas, on va chercher de l'air frais à une distance qui est quand même assez proche. Et moi, je fantasme sur la FECLA et le Revard qui nous fasse un complexe aquatique. Moi, c'est un truc que je verrais bien, moi, de la flotte là-haut, une ou deux piscines, des toboggans, et qu'on aille tous se mettre au frais et d'aller boire des bonnes bières et manger un bon truc dans ton restaurant. Voilà, moi, j'avais un peu cette image. Alors peut-être que je dis n'importe quoi, mais je trouve qu'à une demi-heure d'Aix, c'est quand même une chance d'avoir un endroit où on a une vue super. On perd 10 degrés l'été, ce qui est quand même, je trouve, un plus. Ouais. Et au final, peut-être que le réchauffement qui va un peu sceller le destin de beaucoup de petites stations de basse altitude, quelque part va peut-être aussi donner d'autres idées et d'autres possibilités. En tout cas, moi j'y crois assez, et je pense que justement d'un point de vue immobilier, on en parlait tout à l'heure, les chalets, les maisons, enfin en tout cas sont très recherchés, et c'est compliqué de s'installer là-haut pour acheter ou même louer. Je pense qu'il y a strictement rien en longue durée. Enfin c'est pas simple. Et est-ce que ça aussi, ça a été des sujets un petit peu pour le personnel, ou même pour vous, ou pour Alors nous, on a attaqué en fait à la FECLA. On est une famille de fondeurs. Donc la FECLA, c'est quand même la plus grande station de ski de fond de France. On habitait à Challes-les-Eaux. On a des enfants qui ont fait Louise et Capucine, qui ont fait du ski de fond en compétition. Donc on y allait tous les week-ends, l'hiver en tout cas. Et c'était un rêve de s'installer là-bas. Donc, quand on est parti de nos entreprises respectives avec mon mari, on a décidé d'investir là-haut. Et on a commencé comme ça. On a mis un pied à la FECLA comme ça. On a fait construire un premier chalet qui était notre maison. Et on a vendu un autre bien qu'on avait en Chartreuse. On a fait construire un deuxième chalet. C'était un investissement locatif. Et on le loue. Aujourd'hui, on loue nos deux chalets, puisque maintenant, nous, on vit au-dessus du restaurant dans l'appartement. Et on loue aux vacanciers, aux gens qui viennent passer une semaine, un week-end, qui viennent fêter un anniversaire, un baptême, ou juste se retrouver entre amis ou en famille. Et autant vous dire que la location là-haut, en tout cas pour les vacanciers, nous, on a des réservations quasiment un an avant. Là, nous, toute cette saison d'hiver, nos chalets sont remplis. C'est aussi bien, c'est ce que tu disais, aussi bien des Chambériens ou des Aixois qui l'été en ont marre d'être à 40 degrés et qui décident de monter à la FECLA, d'aller se promener, d'aller au lac à l'Écheren, d'aller faire toutes les activités qu'on peut avoir sur le plateau et ailleurs. On a combien de temps de l'Écheren, du plan d'eau là? On est à 25 minutes à peu près. On n'est pas très loin. Non, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Chambé, c'est à 30 minutes. Aix, par le Revard, c'est à 30 minutes également. Et on a beaucoup de locaux qui montent régulièrement. Des gens d'Annecy aussi, beaucoup. De Grenoble, qui viennent jusqu'à nous. C'est vraiment une station, peut-être pas en devenir par rapport à la neige, mais en tout cas en devenir par rapport à ce qu'elle est. Par rapport à autre chose. Moi, je trouve que de toute façon, les stations, on arrive à un carrefour, il va falloir se réinventer. Et c'est vrai que moi j'y crois beaucoup à cette station qui a été une des plus vieilles. Le Revard, c'est quand même le téléphérique du Revard, c'était le premier. Exactement. Donc peut-être que ça sera la première à chambouler l'ordre des choses et espérons. Et effectivement, l'immobilier en Berne, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas c'est compliqué. C'est compliqué de pouvoir s'installer là-haut parce qu'il y a peu de biens à vendre, voire pas. Nous, on a des collaborateurs qui travaillent avec nous en saison. Il faut les loger parce que c'est toujours compliqué. Donc, on a pu investir l'année dernière. On a acheté 2 plateaux à Plain Palais
qui est un petit peu en dessous. On en a fait 2 appartements pour pouvoir loger justement nos collaborateurs et être attractif aussi par rapport à ça, en termes de propositions d'emploi, mais aussi de propositions de logement, parce que sinon, c'est compliqué. Sinon, ils viennent, oui. De toute façon, ça a toujours été un problème, que ce soit en montagne ou même en bord de mer, ou et surtout les restaurateurs ou commerçants en général sont pas capables, ne peuvent pas, tout simplement, ou n'ont pas de solution pour les loger. Ça va être compliqué. Donc, effectivement, c'est bien anticipé et ça permet une double objectif de l'investissement. On gonfle, son patrimoine aussi, mais on répond à une problématique réelle qui est de faire tourner la boutique avec du personnel qui doit bien trouver un logement. Exactement. Juste avant cette petite coupure musicale, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, bien sûr, de passer de bonnes vacances là sur la dernière semaine, et de réussir ces projets encore? Est-ce qu'il y a encore de la neige, ouais. De la neige. C'est vrai que là, il fait chaud pour l'instant. Là, il fait très chaud, mais c'est très bien, parce qu'avec le temps qu'on a eu jusqu'à présent, le soleil nous fait du bien. Montez. On a une terrasse incroyable. Il fait très beau, et on vous accueille toujours avec le sourire et toujours avec grand plaisir. Ça sera fait. On se retrouve dans un instant. Ne quittez pas le direct de Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour en direct dans les studios de Radio Grand Lac pour cette deuxième partie de notre émission Les Murmures du Lac Immobilier et Histoire, avec pour ce deuxième volet de l'émission Mathis qui va on a hâte d'entendre à la fois son histoire et puis de découvrir un métier qu'on connaît tous, mais finalement sans vraiment en connaître les coulisses et les détails. Donc on va entendre ça, puisque tu nous viens du monde donc de la bijouterie, de la joaillerie. Je fais attention à ce que je dis maintenant. Fais attention. Je fais attention. Est-ce que bienvenue Mathis et merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Si je dis pas de bêtises, donc la boutique est installée dans une rue que ma complice Maude apprécie beaucoup, rue de Boigne à Chambéry, où elle fait pas mal d'affaires avec ses amis commerçants de la rue. Et donc tu as la chance d'avoir pu t'installer dans cette rue quand même assez, peut-être une des rues des top 3 les plus connues de la ville de Chambéry. Alors c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de rencontrer Mathis, puisque je vendais à l'époque ce fonds de commerce, donc qui faisait partie donc d'un commerce qui existait déjà depuis de nombreuses années rue de Boigne. Et donc le propriétaire m'a demandé de mettre en vente son fonds de commerce, et c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de rencontrer Mathis Metz, donc qui s'est installé à la place de cet ancien bijoutier. Voilà. Je vous remercie pour cette invitation. Effectivement, je me suis installé sur la rue de Boigne. J'ai repris un commerce de joaillerie pour m'installer. J'étais avant à Aix-les-Bains et c'est vrai que j'avais besoin de m'agrandir, j'avais besoin de plus d'espace et de plus de visibilité. Et c'est pour ça que je suis arrivé à Chambéry. À Aix, tu étais pas en boutique? Si, j'avais une boutique aussi, okay. Ouais, rue de Genève, une toute petite boutique, c'était ma première boutique. C'était quand même un emplacement pas mal non plus. C'était un bel emplacement, c'était bien trop petit. J'avais un atelier qui était derrière, parce que moi je travaille, je fais chaque bijou et il y avait pas de lumière, il y avait pas de fenêtre et tout ça, donc mais voilà, j'ai commencé comme ça. J'ai fait 2 ans là-bas et puis là ça fait déjà 1 an que je suis à Chambéry. Voilà. Alors, éduque-nous un petit peu sur les termes à connaître et en connaître les distinctions. Alors, bijoutier, joaillier, explique-nous un petit peu les différences. Ouais, c'est la grande guerre. Le bijoutier, c'est celui qui va travailler le métal, exclusivement le métal. Ça peut être des chevalières. Et le joaillier, il va mettre et intégrer la pierre sur la monture, voilà, sur le métal. Donc il travaille. Le joaillier est aussi bijoutier. Le joaillier est aussi bijoutier, mais le bijoutier ne peut pas être joaillier. C'est ça. On comprend où tu veux en venir, je vois. Décidément, dans tous les domaines, dans tous les métiers, il y a toujours effectivement des petites frictions entre tout ça. Et effectivement, j'imagine que ça doit être toujours un peu agaçant pour les non-initiés de mélanger un petit peu tout. Non ? Oui, c'est ça, mais on est toujours là pour remettre de l'ordre dans tout ça. D'accord. Après, je crois qu'il y a une connaissance de la pierre aussi, enfin des différentes pierres. Moi, je suis spécialisé dans les pierres d'exception, que ce soit des pierres de couleur ou le diamant. Ça aussi, c'est quelque chose à ne pas confondre. Et le diamant qui est vraiment une pierre à part et des autres pierres de couleur.
Et donc Pourquoi ? moi parce que le diamant c'est vrai que c'est la pierre la plus dure. Il faut un diamant pour tailler un diamant. Donc c'est vraiment un métier qui demande des connaissances et beaucoup plus de patience. C'est spécifique. Voilà, c'est une pierre totalement spécifique. C'est ça. Voilà, et qui est aussi assujetti à des cours qu'on n'a pas sur des pierres de couleur, qui est un peu plus obscur, mais qui existe. Des cours, c'est-à-dire ? Le cours du diamant qui est un cours normé, quoi. D'accord. Voilà. Il y a une valeur intrinsèque. C'est ça. Voilà. On se réfère. C'est combien en ce moment ? C'est les valeurs qui suivent ou... En fait, ça dépend des qualités. En fait, on juge le diamant sur les 4 C, donc le carat qui est le poids, la clarté, la taille et la couleur. Voilà. Okay. Et pour toi, du blanc ou un peu jaune. Des données qui se valent, ou est-ce que tu préfères un gros diamant ou un plus petit diamant avec une belle couleur ? Il faut mieux toujours privilégier, ce que je dis, c'est privilégier la qualité. Alors, aller sur des choses plus petites, mais très belles. Ça brillera toujours plus et derrière, on est aussi assuré d'une valeur et puis pour l'appréciation des yeux, parce que c'est ça qui compte. Ça fait la différence. On dirait un chanteur poète, le Mathis. Puis des beaux garçons, mesdemoiselles. Hein. Là, vous avez le jackpot. Hein. Il y a les diamants, il y a un bel homme, une belle voix. C'est effectivement une jolie rencontre, je confirme. On est en train de me séduire en ligne, là. Comment que c'est incroyable. Alors, en parallèle, donc, par rapport à l'immobilier, donc, pourquoi la rue de Boigne ? C'est une opportunité ? C'est un choix stratégique ? Alors, il y a pas mal de choses qui sont rentrées en jeu. Déjà, c'était de reprendre un commerce qui était déjà à la base d'une joaillerie. Donc déjà, il y avait ça. Il y avait l'emplacement. Et comme vous l'avez dit, il y a l'emplacement fait la différence aussi. Et c'est vrai que sous les arcades... Au niveau de l'équipement, peut-être, un coffre-fort, est-ce que le commerce était déjà adapté à l'activité, donc il n'y a peut-être pas eu beaucoup de transformations à faire ? Oui, c'est ça. Il y avait vraiment très peu de travaux à faire et c'est vrai que ça a joué beaucoup dans mon choix. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y avait beaucoup de confort, effectivement, les coffres, tout le système de sécurité déjà qui est un gros investissement, et puis juste l'emplacement qui était sublime. Moi, ça m'a rappelé mes années parisiennes sous la rue Saint-Honoré, qui est aussi sous les arcades. Voilà, une belle place aussi pour la joaillerie. Donc, et puis voilà. Je crois me rappeler que ça tenait à cœur aussi à l'ancien chef d'entreprise de continuer cette activité professionnelle et d'avoir un autre professionnel qui reprenne justement tout ça, quoi. Ouais, c'est vrai, quand il est venu me voir, donc c'est lui qui est venu à moi et il m'a dit, écoute, je veux vraiment que ce soit quelqu'un qui travaille de ses mains, qui comprenne la joaillerie, qui soit pas juste un revendeur ou quelque chose comme ça, donc qui puisse vraiment perpétuer des savoirs qui disparaissent aussi, ces savoirs manuels qui sont souvent, on peut les remplacer par les machines, mais jusqu'à un certain point. Et c'est vrai que moi aussi, ça, c'était important pour moi de perpétuer ces savoirs et de travailler dans la tradition française de la joaillerie qui a fait connaître. D'ailleurs, quel parcours d'école spécifique, d'études, tu as fait ? Moi, j'ai fait un bac simple et j'ai ensuite intégré l'école Boulle, qui est une école à Paris, qui est une école qui regroupe tous les métiers d'art et dont la joaillerie. Et moi, c'était vraiment la joaillerie qui m'attirait parce que mon plus vieux souvenir de pierre remonte à quand j'étais petit. Je me rappelle, j'étais avec ma grand-mère et il y avait une rivière en Lozère et je voyais le soleil se refléter là sous l'eau, sur ces minéraux de quartz. Et il y avait vraiment une lumière particulière et j'ai ramassé étant petit des kilos de pierre. Voilà. Et je suis passé du kilo au carat, mais qui était tout aussi précieuse pour moi. Donc voilà. Et puis j'avais aussi le besoin de travailler manuellement, l'esprit d'entreprise aussi. Voilà. Donc j'ai fait l'école Boulle, je me suis formé ensuite après sur des grandes maisons de la place Vendôme, donc dans des ateliers de haute joaillerie. Et voilà, j'ai fait un parcours un peu
hors Europe. Et je suis revenu en Savoie. Voilà. D'accord. Avec l'envie de... Tu savais quand même depuis le départ que tu serais à ton compte ou ça s'est fait petit à petit? C'était quand même un objectif? Ouais, moi j'ai toujours su. C'est vrai qu'à l'école c'était le grand sujet. J'ai toujours voulu être à mon compte, donc j'ai commencé à créer des bijoux. J'étais déjà à l'école, quoi. C'était vraiment. Je pouvais pas travailler pour quelqu'un. Ça, pour moi, c'était pas possible. Et d'ailleurs, ça a été assez compliqué mais bon, je savais pourquoi je le faisais, mais de pouvoir travailler pour quelqu'un. Tu pouvais pas partir avec tous les diamants aussi, à un moment donné, il fallait les laisser. C'est peut-être ça, mais je te comprends, j'aurais fait pareil. J'ai même pas essayé. Et aujourd'hui, c'est quoi ton, je dirais, l'activité favorite? C'est plutôt un client qui vient avec un objectif clair, une commande claire, ou plutôt, tiens, voilà, j'ai ces envies-là, faites-moi quelque chose, laissez libre à ton imagination. Comment ça se passe un petit peu au quotidien? Est-ce qu'il y a du travail de réparation, des commandes, c'est quoi un petit peu, voilà, la vie d'un joaillier? Et c'est vrai que j'ai deux types de cas. Donc il y a beaucoup de personnes qui arrivent avec des bijoux qui appartenaient à la famille, avec des vieilles pierres, de l'or, des choses comme ça, et qui est plus du tout au goût du jour, et qui me demandent de retravailler autour de ces pierres. De redonner une deuxième vie. C'est ça, voilà. Donc moi je vais refondre le métal, je vais essayer de faire quelque chose. Tu fais un petit peu le bijoutier quand même. Non, jamais, je mets toujours des pierres. Ah. Je supporte pas de faire C'est vrai? des bijoux Sans pierre. Sans pierre, ouais. J'arrive pas. Et est-ce qu'il y a nous on est forcément commerciaux, donc on aime bien vendre et acheter. Est-ce que tu achètes des pierres? Est-ce que tu négocies? Est-ce que c'est une phase? Ou alors, je me suis toujours vu, moi, les joailliers bijoutiers aller on voit dans les films avec les petits papiers. Tiens, j'ai des petits diamants, tu vois, comme il est beau celui-ci. Tu sais, les émeraudes, ou dans les pays africains, ou, est-ce qu'il y a un peu de ça ou pas du tout? Totalement ça, c'est... il me fait rêver, décidément. Tu cherches pas un stagiaire? Je vais faire ça, moi, je vais m'en convertir. Faut envoyer un CV. Ok, je peux faire. Non, mais c'est exactement ça, et ce qui est beau dans les pierres, c'est que chaque pierre est unique. C'est quand même le produit de la terre, de la nature, et donc on va à la recherche d'une pierre qui nous parle. Donc ça c'est pour faire passer les voyages en note de frais, ça. Exactement. Hein, voilà, mais ça marche bien pour son business à lui. Ça, c'est intelligent, ça. Le comptable, il doit plus trop te comprendre. Mais qu'est-ce que t'es allé faire là-bas, Mathis? T'inquiète pas. J'ai une petite émeraude. Je suis sur un petit plan. Voilà. Après, il y a des pays qui fonctionnent pas. Ah, mais c'est vrai. mais en tout cas, voilà, c'est vrai que la recherche de pierres, moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et voilà, je travaille aussi avec des pierres parce qu'il y a pierre et pierre, mais avec le 1% des pierres les plus précieuses qui sont des pierres non traitées, non chauffées. Donc voilà, ça c'est vraiment ça. Et puis après, il faut avoir le coup de cœur. Et voilà, et ce qui nous amène à la deuxième partie de ma clientèle qui viennent pour rêver et pour créer des bijoux qui vont aussi durer, être transmis dans le temps, mais aussi qui vont pouvoir les faire rêver. Ouais. Ça part toujours d'une pierre, j'imagine. Ça part d'une pierre et puis on compose autour. Ouais. Ou de plusieurs pierres. J'imagine qu'il faut également être force de proposition sur la partie création d'un bijou. J'imagine que tu dois travailler peut-être en amont sur du dessin, sur des choses comme ça. Comment tu imposes ou tu proposes? J'impose jamais. Moi, c'est vrai que je suis à l'écoute du client, de l'histoire. J'aime bien discuter, prendre le temps. D'ailleurs, on a souvent plusieurs rendez-vous. On prend vraiment le temps de parler, mais ça peut être autre chose que le bijou, de savoir qui est la personne qui est en face de moi. Donc j'ai quelques questions précises, mais voilà, sur des formes et sur aussi qu'est-ce qu'on aime dans la vie, la nature, l'architecture, des choses comme ça. Et puis après, moi je travaille aussi de façon traditionnelle sur les dessins, donc qui sont des gouachés. Donc c'est de la gouache fait avec de la peinture que je fais aussi et qu'on faisait il y a plus de 100 ans et qu'on fait encore dans les maisons de haute joaillerie. Voilà, parce que les bijoux mettaient tellement de temps à être réalisés qu'on offrait d'abord le gouaché à la dame pour lui dire oui. Ça vient, ça arrive. Ça arrive, voilà. Il faut le temps. Et
et voilà, qu'on puisse aussi rêver. Puis voilà, c'est comme un dessin technique. Et voilà. Donc je fais plusieurs propositions et puis après on ajuste. Et j'aime bien mettre aussi des secrets dans les bagues et tout ça. Voilà. Combien de temps à peu près pour faire un bijou, une bague par exemple? Une bague, alors il y a de l'alliance à de la bague très fournie en pierre et tout ça, mais en général il faut compter en temps effectif au moins une semaine. Bon, pour une alliance ça peut être peut-être une journée ou 2 jours, mais voilà. Tu comptes en heures de travail, j'imagine? En heures de travail, ouais. Voilà, j'ai sur des projets que j'ai eu, par exemple à Chambéry, un des plus gros projets sur lesquels j'ai travaillé m'a duré 3 mois à raison de 8 heures par jour de travail. Ah ouais, d'accord. C'était quoi, le collet d'un éléphant? C'était Pour La Fontaine. Voilà, c'est ça. Incroyable. Ouais, c'est. Ouais. Voilà, Est-ce que c'est la minutie qui prend tant de temps ou c'est. Ouais, c'est le détail. Le bijou, c'est le détail. C'est tellement petit que voilà, il faut être perfectionniste. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à l'être énormément, donc je lésine pas sur les heures. Comment t'appelles le petit truc qu'on vous mettez à l'œil là? C'est un nom? Et les binoculaires. Les binoculaires. Ouais. T'es pas venu avec un binoculaire? C'est gros. C'est gros, c'est vrai? Oui, aujourd'hui, c'était les horlogers qui avaient les petites. Ah ouais, c'est les horlogers plutôt qu'on les petits? Oui. D'accord. Ah, je confonds tout décidément. Hein. Les montres, tiens, non, c'est pas du tout ça. Non. Parce que c'est quand même bien à la mode aujourd'hui les collections de montres et autres. Il y a quand même de la joaillerie sur des montres. Non, ça. C'est pas un objet que tu travailles. Il y a des montres joaillières, je peux ressertir des pierres dessus, des choses comme ça, mais la montre, c'est quand même spécifique encore. C'est très spécifique et je pense que pour être voilà, il faut se spécialiser dans quelque chose et c'est vrai que moi la montre, c'était pas mon domaine d'ailleurs, j'en porte pas aujourd'hui. Moi non plus, c'est vrai que c'est plus jeune, mais maintenant c'est lourd au poignet, je trouve. Voilà, et puis moi, il faut pas que je compte mes heures non plus, donc oui. J'ai abandonné la montre vite fait, quoi. Est-ce que justement sur le type de bijoux, c'est tout type de bijoux, un joaillier, c'est bague, boucle d'oreille, collier, ou il y a quand même malgré tout dans toute la panoplie de bijoux des spécificités justement, des choses que tu fais moins, des choses que tu fais plus? Moi je fais tout, donc effectivement j'ai même eu la chance de fabriquer un diadème, donc sur des choses quand même exceptionnelles. Dans quel cadre? C'est pour un mariage ou? Pour un mariage. Ouais. Princesse déjà, hein, C'était pas en France. Ah bah voilà. En diamant? Okay. Tout en diamant. Ah ouais. C'était pas des diamants d'une qualité exceptionnelle, mais le travail était incroyable. Et on a mis ouais, c'est un projet qui a duré 2 ans et demi. 2 ans et demi. Wow. Oui, ils se sont pris à l'avance, mais. Ah oui. Faut pas changer d'avis là. Faut pas se tromper. Hein. Faut te payer à l'avance en tout cas, non? Comment tu fais ça dans ces cas-là? Ouais, on demande toujours un acompte et puis notre métier fonctionne avec la confiance. Voilà, c'est encore une des rares choses qui subsistent et c'est vrai que on est obligé de travailler avec ça. Donc c'est le sérieux, la confiance et la passion, quoi. Ça, en tout cas, on voit que ça. C'est une qualité qu'il faut avoir, mais quelque chose plutôt d'inné que de travailler, et ça se ressent bien. Oui, c'est vrai que... Est-ce que tu peux nous donner, ça je trouve toujours intéressant de parler un petit peu de prix, parce que justement on peut avoir des bijoux de famille, pas forcément avoir des moyens trop importants, mais se dire tiens zut, la bague de ma grand-mère ou la chevalière de mon père, j'aimerais bien la refaire travailler. Est-ce que pour des travaux, je dirais, simples, est-ce que ça reste des prix accessibles ou c'est tout de suite des sommes significatives? Non, c'est pour tout le monde, chaque personne qui veut se faire plaisir. Donc il y a pas de minimum. Le savoir-faire a quand même un coût, mais on n'est pas sur des prix astronomiques. Et puis moi, j'essaye aussi tout de suite de savoir. Il faut que j'aille voir la banque ou pas, c'est ça là? Non. Non, ok, bon, non, ça va. On peut tout à fait se faire plaisir, mais voilà, c'est vrai que c'est bien de savoir aussi le budget à la base pour pouvoir proposer des choses qui soient aussi en lien avec ça. Mais toujours au mieux, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui tu es content de cet emplacement? Est-ce que on parlait un peu du lien avec l'immobilier? Est-ce que ça plus tard tu te dis est-ce que tu as besoin de plus grand peut-être dans un deuxième temps? Est-ce que là aujourd'hui c'est quelque chose qui te convient? Tu t'y vois rester quelques années? Est-ce que la valeur du fonds de commerce pour toi c'est quelque chose à laquelle tu penses ou c'est encore un peu lointain comme concept? C'est la valeur du fonds de commerce, vu que j'ai pas encore idée de le lâcher, parce que c'est vrai que c'est une place qui pour moi est merveilleuse.
qui regroupe tout ce que j'avais envie. Donc la place, l'intimité et la visibilité. Donc voilà, pour le fonds de commerce, on verra peut-être plus tard. Il faut que je travaille encore, mais voilà. Je compte rester là encore un petit peu de temps. Top. Oui, il le faut. Ouais, est-ce que tu as envie aujourd'hui, ou tu sens peut-être dans quelques années de prendre un employé, de t'associer, de faire grossir, ou finalement tu te dis que tu es bien en autonomie, sans forcément de contraintes particulières? Je pense que je vais avoir besoin d'aide pas pour la création, parce que ça encore c'est quelque chose de très personnel et c'est vrai que j'aime bien être là, mais pour développer aussi peut-être la visibilité sur les réseaux sociaux, peut-être aussi tout ce qui est papier. Organiser un petit peu le back-office. Un peu de secrétariat administratif, de commercial, voilà, pour soulager, que tu te concentres finalement sur ton métier premier. C'est ça. Ce qui est peut-être aussi le fardeau de beaucoup d'artisans et de commerçants, hein, où en fait, faut que vous fassiez 10 métiers avant de faire le vôtre. Et voilà. C'est exactement ça, voilà. Et puis après, prendre quelqu'un à l'atelier, c'est vrai que... moi, pour un diamant par semaine, je veux bien venir faire la paperasse et quelques posts sur les réseaux. Hein, on est tous d'accord. Je crois qu'autour de la table, là, on va venir à tour de rôle. Bon, il y aura des petites pertes dans le coffre-fort. Mais on s'arrangera. Je dois avoir quelques diamants qui traînent pour ça. Alors, est-ce que tu as des faux, tiens? Non, il n'y a pas de faux et je fais très attention à ça parce que je suis pas non plus pour les diamants de synthèse. Donc vraiment très très traditionnel parce que je pense qu'il faut aussi faire entendre la valeur. Donc sur des diamants de synthèse, sur des faux, c'est quelque chose qu'on veut montrer et c'est vrai que l'ostentatoire, surtout en France, c'est pas forcément bien vu et c'est pas quelque chose qui m'est demandé. Donc voilà, c'est pas le marché. Donc voilà, encore une fois quelque chose de petit mais beau et voilà. Et toujours, il faut faire attention avec ça. En tout cas, on est séduit par tout ça. Hein, tout à fait. Merci à vous deux, vraiment des histoires passionnantes et qui donnent envie. Donc merci à vous. Merci. Un grand merci. Donc je pense qu'on va aller boire un petit verre et manger un petit bout en terrasse avec le soleil. Et puis on ira rue de Boigne se laisser tenter par une création artistique. Et puis message à tous toutes nos futurs mariés ou pour les baptêmes ou ce genre de choses. Voilà, l'adresse, on vous donne le bon plan pour votre joaillerie. On ne dira plus bijoux, hein, promis. Mathilde, je ferai l'effort. Ça sera resté à vie gravé dans ma mémoire maintenant. Et puis bon, on va la voir avec grand plaisir pour pour se faire conseiller. On sent qu'il y a une vraie passion. Et puis encore une fois, merci à Aude pour avoir pris le temps dans une semaine de vacances avec du beau temps. Donc on sait que voilà, les heures sont comptées. Merci d'avoir pris le temps tous les deux. Merci à Maud pour avoir été ma complice du jour. Merci à Sandra qui a géré la technique aujourd'hui. Merci beaucoup Sandra, avec grand plaisir de t'avoir vu encore une fois aujourd'hui. Puis quant à nous, on se retrouve dans 15 jours, dans approximativement 19 minutes, toujours en direct, 9-2-1 Partez, votre émission sportive que vous retrouvez dans peu de temps. Donc restez à l'écoute et en direct. À très vite. Radio Grand Lac, votre radio, 24h/24, 7 jours sur 7. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio.